Jean-Louis Fiamangui, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes l'ancien patron du RAID et du CPHP, à savoir le service de la protection organisation de la police nationale. Et vous publiez avec l'ancien chef du GIGN, Denis Favier, et le professeur Guillaume Fard, un livre passionnant, Top Action face aux crises. C'est publié chez Mareuil Éditions. Un livre d'entretien dans lequel vous partagez vos expériences respectives face à des situations de crise. Vous le soulignez dès le début du livre, les crises nationales et internationales se multiplient depuis 2001, que l'on pense à l'attaque des tours jumelles de New York, à la crise économique de 2008 ou encore plus récemment à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Des crises à foison, leur rythme poussant certains observateurs à évoquer une accélération de l'histoire depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'un leader, selon vous, quel que soit son secteur d'activité, Jean-Louis Fiamangui, doit dans ce contexte, nécessairement se préparer à gérer des crises? Oui, je pense, mais au-delà des plans, etc., c'est plus du management, c'est plus de l'investissement humain que des techniques, parce que encore une fois, la crise, c'est l'incertitude, on le dit souvent avec Denis, et lorsqu'on est confronté à l'incertitude, la raison n'aboutit pas toujours à la résolution de la crise. Donc, c'est vrai que on donne des pistes, des exemples avec beaucoup d'humilité, parce que personne n'est professeur là-dedans. On le voit bien dans toutes les crises, on a toujours travaillé sur les crises en retour d'expérience. Et puis, à chaque fois, malheureusement, on se retrouve face à cette incertitude. Alors, vous insistez beaucoup tous les deux à la fois sur les notions d'humilité, mais aussi de collectif. Pourquoi sont-ils si essentiels à ce niveau de commandement qui a été le vôtre ? Parce que lorsqu'on travaille en équipe et lorsqu'on est confronté à des éléments stresseurs, de peur, etc., on est tous au même niveau. Et donc l'humilité, il n'y a pas des égos très forts, parce que lorsque vous pratiquez le sport, d'ailleurs le sport collectif, on s'aperçoit que les égos, si on a toujours besoin du copain, c'est le collectif, ça. Et donc on apprend justement à ce que le leader puisse à un moment donné s'analyser et se dire, bon, j'ai pas toujours les réponses à ce qui m'est demandé devant, et donc il faut se tourner vers prendre les conseils aussi de ceux qui oui, bien sûr, surtout. Alors vous réfutez tous les deux la notion de chance dans les opérations. Tout est question de travail, de préparation, d'anticipation. Comment gère-t-on le fameux grain de sable qui vient perturber le plan initial? Alors Denis Favier rappelle par exemple le cas de la prise d'otage de l'aéroport d'Alger puis de Marignane en 1994. Le grain de sable, toutes les crises sont des grains de sable, hein. Il y a des grains de sable partout, mais justement vous le rappelez, c'est le travail, c'est pas la chance. Et là, cette intuition, cette notion d'imprévu, comment y arrive-t-on? Je crois que par le travail, à un moment donné, on a une voie qui n'est pas celle que on a l'habitude d'emprunter. Alors je vous dirais, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est cette voie, mais il faut être pris par cette flagrance, et donc on voit quelque chose que les autres ne voient pas. Quelle est la mission la plus périlleuse que vous ayez eu à mener en opération? La plus périlleuse, c'est difficile de le dire, parce que tant au raid que... Mais moi, je dis beaucoup, avec beaucoup de simplicité, la crise de la Covid, lorsqu'on a été parisien, lorsqu'on vit à Paris, et qu'un beau matin, on voit Paris vidé, et puis on n'a pas du tout les réponses, on manque de masques, il y a quand même des salariés qui continuent à faire les poubelles, il faut les assister, ces personnes. Donc pour moi, ça a été la crise de la Covid qui a été, c'est sûr que c'est moins dangereux qu'une crise gérée par le RAID en antiterrorisme, mais c'est quand même une crise, moi, qui m'a fait poser beaucoup de questions. Une crise qui se préparait? Qui se basait... D'une certaine manière, est-ce qu'il y avait des scénarios qui existaient? Oui, H1N1, on avait tous travaillé là-dessus, et puis on s'est aperçu qu'on n'avait pas de masque, on s'est aperçu que on n'avait pas de gel, on s'est aperçu que les gens avaient peur, donc tout ça, il faut le prendre en compte, il faut l'organiser. Et donc c'est ça qui est intéressant. Il faut s'adapter, s'organiser. Et je crois que c'est pour ça qu'on fait appel à nous, parce qu'on a quelques petites pistes, justement, pour redonner de la confiance des premiers cercles. Et après, la confiance, elle se multiplie. Alors la gestion des crises, expliquez-vous dans le livre, oblige les dirigeants à prendre des risques. Il faut de la volonté, c'est une discipline de chaque jour. Comment ça se travaille justement au quotidien pour un leader? Un chef doit être responsable. Si vous enlevez la responsabilité, tout le monde veut être chef, tout le monde est chef, surtout en cas de victoire. Quand il y a l'échec, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est celui qui engage sa responsabilité qui doit être sanctionné si ça s'est mal passé. Il faut accepter les règles du jeu. Mais je crois que c'est ça, dans toute prise de décision, il y a un risque. Et donc, il faut l'assumer complètement.
Alors vous abordez également la question de la communication avec les médias. Communiquer, oui, dites-vous, mais avec méthode. Est-ce que certaines informations publiées peuvent parfois mettre réellement en danger des personnes engagées dans les unités Oui, bien sûr, tout à fait. Et enfin, pour mon expérience personnelle, on a des rapports bien sûr avec le monde de la communication, les journalistes, etc. Mais justement, ce sont des rapports basés sur la confiance. Bien souvent, certains journalistes ont appris certains secrets. Et donc, on arrive avec eux en leur disant ne dévoile pas ça parce que tu vas nous gêner dans notre opération. Et c'est au nom de cette confiance que, lorsque l'affaire est faite, après, on peut leur rendre service sur des priorités par rapport au récit de nos actions. Dans le cadre de vos responsabilités, est-ce que vous avez régulièrement échangé avec notamment vos homologues israéliens ? Oui, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, on allait souvent s'entraîner au Yamam en Israël et donc on fait les mêmes métiers, on fait les mêmes métiers, mais les risques sont beaucoup plus forts. Là, il n'y a pas très longtemps, j'étais justement chez un de vos confrères et j'ai appris la mort d'un des gars du Yamam. Donc les risques sont beaucoup plus importants en Israël de par votre position, etc. Donc bien sûr, on échange énormément avec ces unités. Alors vous êtes, on l'a un peu compris en vous écoutant, directeur de la sûreté du groupe Veolia. Vous rapportez dans le livre les circonstances dans lesquelles vous avez rejoint le groupe dirigé par Antoine Frérot. En quoi les compétences, l'expertise, l'expérience acquises au sein de la BRI ou du RAID sont-elles précieuses pour un tel groupe et plus globalement pour le monde de l'entreprise ? Mais je crois que c'est notre capacité à manager, à diriger et surtout à pouvoir poser des règles d'organisation parce que quoi qu'on en dise, 40 ans de service public nous a appris à gérer certaines crises, etc. Et lorsqu'on arrive dans ces services, ces grosses entreprises, on a en face des compétences, mais plutôt individuelles que collectives. Or que nous, notre puissance, c'est le collectif. Et donc, c'est là où il faut pouvoir partager et essayer d'amener tout le monde. Oui, bien sûr. C'est seul le groupe est la solution. Alors Jean-Louis Fiamangui, après avoir géré tant de crises, où votre vie a parfois, ou celle de vos hommes, a parfois été mise en jeu, est-ce qu'on a quand même la pression quand on arrive dans un groupe comme Veolia, dans un autre univers que celui qui a été le vôtre pendant plusieurs décennies ? Oui, vous aviez un invité journaliste il n'y a pas très longtemps et puis comme je dis toujours, ma plus grosse pression c'était avec notre ancien président de la République, M. Sarkozy, qui lui nous la faisait passer directement et donc pour moi la pression c'est là. C'est sûr que la pression lorsqu'on intervient, il y a la pression physique, etc. Mais j'allais dire que elle est plus normale, si on peut appeler ça normal, et donc on l'assume, on aime ça, on va jusqu'au bout, etc. Tandis que la pression de son supérieur qui vous, à 2h, 3h du matin, qui vous rapidement dans l'urgence, qui vous demande des réponses que vous n'avez pas, etc. Pour moi, c'est ça aussi, gérer la crise. Alors, Denis Favier a cette phrase dans le livre que je trouvais particulièrement intéressante. Lorsque la crise survient, il faut s'en emparer physiquement, reprendre l'ascendant, inverser le rapport de force, donner du rythme, sans quoi on subit, on prend les décisions à contre-temps, ce qui augmente le risque d'en prendre de mauvaises. Est-ce que précisément c'est ce qu'a cherché à faire hier soir Emmanuel Macron à la télévision en posant une sorte d'ultimatum à l'opposition ? Ça peut être ça. De toute façon, il y a une règle, mais c'est pas simplement sur les crises. Toute inaction est pénalisante, et donc il faut avancer. Seule l'action, et donc quand Denis dit il faut reprendre le rythme, il faut reprendre en effet s'approprier ces éléments pour pouvoir la diriger et l'orienter là où on veut. Et donc sûrement que le président a son idée. Merci beaucoup Jean-Louis Fiamangui d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle le titre de votre livre d'entretien mené avec Guillaume Fard et aux côtés de Denis Favier, Top Action face aux crises, c'est publié chez Mareuil Éditions et c'est passionnant. Entretien retrouvé en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci.